Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre de Michel Etchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine. Malheureusement pour vous et pour moi, c'est pas la nouvelle version revisitée avec les nouveaux développements de cette agression russe en Ukraine. Et ce petit livre dense et riche fourmille d'informations sur le parcours politique de Vladimir Poutine, mais ce qui est, à mon sens, le plus intéressant, c'est le parcours intellectuel, les lectures, les maîtres à penser de Vladimir Poutine. On imagine ces vieux dictateurs, ou enfin ceux qui ont atteint tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés dans leur carrière, dans le cas de Poutine assez sanglante, et qui tout à coup n'ont qu'une seule envie, c'est de se mesurer à l'histoire. Alors une fois parvenu aux plus hautes fonctions, au sommet de l'État, il ne reste qu'à accomplir sa vocation messianique. Je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui. Je vais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Cet ouvrage de Michel Etchaninov pourrait avoir une suite aussi. Qui pourrait s'appeler Dans la tête des adorateurs de Vladimir Poutine. Et j'observe autour de moi à la librairie et sur mes réseaux sociaux, les poutinolâtres. Et je n'arrive pas... En fait, comment je pourrais vous dire ça donc? J'arrive pas à comprendre leurs raisons, mais je suis en capacité de me mettre dans les raisons qui détestent la démocratie, détestent les démocraties libérales, détestent le monde moderne, détestent le monde postmoderne, détestent les woke, sont hostiles au mariage gay, parce que dans le cas de Poutine, on peut dire que c'est, comme le relève Etchaninov, c'est une véritable obsession chez lui, la question homosexuelle. Sans doute voit-il dans cette catégorie de familles politiques qu'on aurait pu appeler aussi les homonationalistes, les homocolonialistes, parce que l'idéologie, ou enfin l'idéologie homosexuelle est une idéologie qui pourrait s'exporter. On l'a vu, la figure de l'homonationaliste, qui est une vraie figure politique, documentée, est apparue au lendemain du 11 septembre 2021, où tout à coup surgissait le guerrier musulman courageux, qui n'hésitait pas à sacrifier sa propre vie pour tenter de mettre à mal l'ennemi américain, qui concentre tout ce que détestent les conservateurs ou ceux attachés à une fonction religieuse, ceux qui ne souhaitent pas que l'entreprise coloniale planétaire américaine se poursuive. Alors, et les pays nombreux d'autres civilisations, qu'elles soient indiennes, chinoises, dans certains cas même dans certains cas hébraïques, arabes, musulmanes, africaines, eh bien, peuvent se sentir menacés par cette hégémonie américaine et éprouver des sentiments paradoxaux, à la fois de rivalité, de mépris, de dégoût par ce qui est mis en avant, vu comme un signe de déchéance, voire de décadence.
le mariage pour tous, la pornographie industrielle, le fast-food, le Walt Disney, et tout ce que ça véhicule comme, non pas juste propagande, mais transformation des esprits. Pour ma part, c'est établi, les Occidentaux, tout, on va dire le bloc occidental, nous avons tous la double nationalité. Alors, nous sommes tous des Québécois-Américains, des Franco-Américains, des Allemands-Américains, des Italo-Américains. Et la culture américaine nous traverse de bord en bord. Nous apprenons même l'anglais sans presque s'en apercevoir. Nous préoccupons davantage des élections américaines souvent que les élections de notre propre pays. Et sans doute, nous sommes assez nombreux à juger que, vu l'impact que la société américaine et ses politiques ont dans nos existences quotidiennes, devrions-nous avoir le droit de voter pour le président des États-Unis? On pourrait même le réclamer à la limite, en échange de quelques bases militaires ou en échange d'achat d'armement ou encore de continuer à s'empiffrer avec de la malbouffe ou encore de s'étourdir jusqu'au tombeau de téléséries. Alors, tous ceux qui détestent ou qui se sentent menacés dans leur identité, forcément voient en Vladimir Poutine celui, j'ai même entendu hier, il est celui qui va faire échouer le plan de Bill Gates. Alors, il y a tous les conspirationnistes. Alors, la mouvance pro-poutinesque, elle est assez large, elle est assez vaste, et même, j'aurais envie de dire, avec ce qui se passe avec les Tchétchènes, avec Kadyrov, qui est devenu l'un des plus importants guerriers militaires auprès de Poutine, on pourrait dire d'un côté, oui, l'islamo-gauchisme pourrait être méprisant, mais on pourrait bientôt peut-être même parler d'islamo-poutinisme. Tellement certains pays arabes souhaitent en fait que l'armée russe foute une raclée, pas qu'à l'Ukraine, mais à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, c'est-à-dire le bloc occidental. Alors, là où c'est intéressant, alors donc oui, j'ai pris donc ces informations dans la tête de Vladimir Poutine, paru chez Solin, Actes Sud, et dans le magazine Philosophie Magazine, alors la guerre qu'on n'y pensait plus. Alors, ce sont mes deux sources de renseignements concernant cette petite vidéo. Alors donc, que j'ai retenu, il y a beaucoup de choses, de livres et denses, petits mais denses, c'est des intellectuels, des penseurs auxquels se réfère Poutine. Alors, en premier lieu, je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a Ivan Ilyin, qui est né en 1883-1954, et qui a écrit 2 livres, Nos missions. Et c'est un exégète de Hegel, qui a été chassé par les bolcheviks en 1922. Et en fait, ce que lui dit, c'est que les démocraties veulent démembrer la Russie, la pousser vers l'Asie, et en fait lui prendre ses terres. Et c'était aussi, petit détail, un adversaire idéologique de Tolstoï qui disait qu'on pouvait s'opposer, qui disait, en fait, Ilyin disait que s'opposer par la force au mal n'était pas un mal. Alors, de combattre, comme le fait Poutine, les Ukraino-nazis, on pourrait faire une petite parenthèse aussi, parce que bon, les Russes ont remporté, les Soviétiques ont remporté ce qu'ils appellent eux la Grande Guerre patriotique, mais du point de vue des Soviétiques, l'idéologie nazie appartenait au bloc occidental, était une création de l'Occident. Alors que les Russes aient vu dans le désir, en fait non, que Poutine ait vu dans le désir des Ukrainiens de se tourner vers l'Europe, forcément
cet élan, ce désir, cette aspiration ne pouvait être que le fait d'un peuple qui avait en lui des aspirations nazies. Le deuxième que j'ai noté, c'est Nicolas Berdyaev. Berdyaev, semble-t-il qu'on dit. Alors, lui, Berdyaev, ah oui, j'ai pris des notes ici. Berdyaev, un philosophe, pratiquait la philosophie de l'inégalité, lui aussi critiquant la révolution bolchevique, qui est devenu un exilé, a vécu en France. Et lui, il récusait cette idée que la révolution créerait, dis-je, l'homme nouveau. Et Poutine se réclame de son conservatisme, mais, je cite Elchaninov, qui cite Poutine, mais dans un principe religieux ontologique. Ce qui m'a fait dire hier sur ma propre page Facebook qu'en fait, peut-être nous assistions, d'une certaine manière, à une guerre de religion. Et vous avez été quelques-uns, en tout cas pour les quelques-uns qui suivent mes activités sur les réseaux, à juger que je délirais peut-être sans doute, et même on a même suggéré que je prenne du repos. Vu la violence de cette guerre, vu que personne ne sait jusqu'où cela va nous conduire, je pense qu'on ne peut pas évacuer la dimension métaphysique de cette guerre. Et c'est Ernst Junger qui le disait, toutes les guerres sont de nature religieuse. Alors, en fait, ce sont des visions du monde qui s'opposent à d'autres visions du monde. Est-ce que Poutine, parce que bon, il y a les questions d'armes nucléaires aussi qui sont évoquées régulièrement tous les jours sans arrêt, en fait. Il y a l'âge de Poutine, il est devenu un sexagénaire depuis quelques jours à peine. Est-ce que Poutine a peur de la mort? Je ne sais trop. Mais ce que Poutine pense, en tout cas je ne crains pas de le dire ici, c'est qu'il sait que nos sociétés occidentales, libérales, avancées, elles, redoutent la mort. Et nous sommes repus, nous sommes engoncés dans un confort, nous sommes dans une sorte d'hypnose numérique et nous ne sommes absolument pas prêts à affronter le choc de la guerre. Et il le sait. Peut-être est-il étonné de voir avec la rapidité avec laquelle le bloc occidental fournit des armes et assistance économique à l'Ukraine. Mais il m'est d'avis aussi que les Ukrainiens ont peut-être assez hâte aussi de voir sur le champ de bataille les armées de l'OTAN. Peut-être en viendront-ils à juger que le courage dont ils font preuve pour sauver à la fois leur pays et d'une certaine manière sauver les valeurs dont on se réclame, peut-être ce courage-là versé en sang, versé en souffrance multiples et infinies, est-il chèrement payé pour des gens qui, même s'ils soutiennent l'Ukraine, restent confortables dans leur existence? Le troisième auteur dont il se réclame, c'est Lev Goumilev, 1912-1992. Alors lui, c'est le fils d'Anna Akhmatova et de Nikolai Goumilev. Et lui, il a pratiquement passé toute sa vie au goulag. Alors, ce qui est un peu curieux dans sa philosophie à Goumilev, c'est que lui, il dit que chaque peuple a sa force vitale spécifique. Là, je me suis demandé quelle serait la force vitale spécifique aux Québécois, par exemple. Et qu'il y existerait une énergie biocosmique tirée de minéraux des êtres vivants
et de l'activité du soleil. Dans le cas du Québec, le soleil est rare, mais intense. Alors, ce qui expliquerait peut-être, et le froid, la neige, les cristaux de glace, quant à eux, ils sont là longtemps et assurément, ils ont fini par peut-être pas structurer la psyché de l'homme, de l'Homo québécis, mais assurément, ils nous ont transformés au niveau physiologique, ou en tout cas, ils nous ont transformés, ils ont fait de telle sorte qu'il nous a fallu nous adapter à notre territoire. Et cette caractéristique de cette énergie biocosmique, c'est la passionnarité. Alors la passionnarité, c'est que la Russie n'aurait pas atteint son apogée, que toutes les civilisations, que tous les peuples ont une naissance, une croissance et une déliquescence, mais que le code génétique de la Russie serait infini. Alors, de là peut-être cette espèce d'élan vers l'agression. Cet autre philosophe, duquel se réclame Vladimir Poutine, Léontiev, 1831-1891, on dit de lui qu'il est le Nietzsche russe, qu'il a été une synthèse de métaphysique et de spiritualité, de sensualisme, quelqu'un qui appréciait, un esthète en quelque sorte, qui appréciait les œuvres classiques, sensuelles et mystiques, et qui méprisait fort la bourgeoisie, et qui dédaignait le christianisme de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est probablement les pages, je n'en parlerai pas trop ce soir, mais la relation de Poutine avec Dostoïevski, ça fait drôle de dire que Poutine a des relations avec Dostoïevski, est assez complexe. Mais lui, Léontiev, jugeait que, il méprisait le christianisme de Dostoïevski, le jugeant trop empathique, le jugeant des phrases telles que la beauté sauvera le monde. Ça ne plaisait pas trop à Léontiev. Et donc, il pratiquait également une sorte d'aristocratisme pessimiste. Et il prophétisait, et ça, je pense que ce que je crois comprendre, c'est qu'il prophétisait, et ce que je crois comprendre que Poutine avait été assez frappé par ça, il prophétisait donc une Europe féodale qui engloutirait la Russie. Alors, à la page 76, on y trouve ceci. Ce qui a dû également frapper les lecteurs proches de Vladimir Poutine est sa prophétie d'une Europe fédérale menaçant d'engloutir la Russie pour lui ôter toute sa spécificité. Dans une de ses œuvres majeures, Byzantinisme et Monde slave, publié en 1875, il annonce la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., deviendront les régions d'un nouvel État. On me dira, mais cela ne se réalisera jamais. Je répondrai, heureux est celui qui croit. Et dans un autre texte au titre évocateur, l'Européen moyen, comme arme de destruction universelle, il avertit, les Russes doivent le craindre, doivent être terrifiés, parce que l'histoire ne nous séduise pas et ne nous mène pas dans cette voie anticulturelle et ignoble. Au contraire, nous devons nous efforcer en tous sens de renforcer en nous
la discipline intérieure. Alors s'ajoute à cet aéropage de philosophes et d'écrivains ayant influencé, si je puis dire, la pensée de Poutine, ce qui est assez effarant à mon sens, c'est que une fois le pouvoir conquis, une fois le pouvoir conquis et les velléités même d'imposer sa vision du monde à d'autres pays, il reste à ces hommes hors normes, ce qu'est Poutine, quoi qu'on en pense, comme l'était Hitler. Il leur reste à se mesurer au monde des idées. J'aurais envie de dire même au monde des livres. Et le champ de bataille n'est pas fait que de stratégie et de tactique, et de mouvements de troupes, et d'héros, et de lâches, et de terres imbibées de sang. Le champ de bataille est également dans le monde des idées. Et je pense que, est-ce que Poutine est dans un solipsisme intellectuel où il a perdu toute forme de contact avec la réalité? Je n'en suis pas sûr. Mais assurément, il est dans le pur monde des idées. Et le choc des idées, la bataille des idées, sans doute a précédé et préfiguré ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Alors, sa bibliothèque, parce que de découvrir que Poutine est un lecteur, et ça, c'est aussi une chose difficile à imaginer, et c'est, à mon sens, le principal mérite de cet ouvrage de Michel Etchaninov, c'est de nous montrer la filiation intellectuelle. C'est un petit ouvrage, hein, vous disais-je, mais extrêmement dense. Alors, la bataille des idées, au fond, le champ de bataille réel était précédé par un champ de bataille intellectuel et peut-être même spirituel. À ça, c'est à rajouter donc, Léontiev, qui était également un précurseur de Spengler et son célèbre déclin de l'Occident. Et ce que nous dit, Léontiev, je vous l'ai dit, attendez, ici, Spengler, c'est 1880-1936. Et c'est à partir de 2012 que Poutine a développé une véritable obsession sur l'homosexualité. Et il y a quelque chose aussi qui m'étonne. Il y a un fort silence des féministes ici au Québec sur la question ukrainienne, comme si certaines d'entre elles craignaient l'apparition du militaire. Le Québec a en tout cas, semble-t-il, une longue tradition de pacifisme, semble-t-il. Je ne suis pas si sûr, cependant. Et qu'au fond, ça pourrait être, d'un certain point de vue féministe limité, une guerre de patriarcat contre patriarcat. Et qu'au fond, ça ne regarde pas les femmes. Mais, il n'y en a pas moins qu'il y a des dizaines de milliers de femmes ukrainiennes qui sont violées. Il y en a des millions qui ont dû quitter le pays. Et toutes celles qui sont restées doivent subir des exactions sans nom, vivre dans la peur. Alors, je demeure étonné qu'on ne ressente pas cette solidarité entre féministes. Alors, s'ajoute à ça aussi Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, qui lui a condamné à la fois les Lumières, à la fois le socialisme et le libéralisme. Il est devenu en quelque sorte la figure officielle du régime poutinien. Ce qui est pas étonnant, au fond, quand on connaît la pensée de Solzhenitsyn, mais le héros, celui qui a écrit des textes majeurs dénonçant les exactions du régime soviétique, qui devient
la caution morale et intellectuelle d'un régime dictatorial comme celui de Poutine ne cesse pas d'étonner. Alors, il y a cet autre aussi, Nicolas Danilevski, 1822-1875, qui lui disait l'Occident n'est pas universel et que l'inimitié entre l'Europe et la Russie est structurelle et qu'il rêvait d'une union pan-slave contre l'Europe. Alors aussi, ici je vais conclure un peu là-dessus en fait, Poutine aussi à ses lectures, il faut ajouter Dostoïevski, dont les rapports sont extrêmement troubles. Il le lit. En fait, on se demande s'il l'a vraiment lu, Dostoïevski, parce que Dostoïevski, qui est peut-être l'un des... Pas peut-être le plus grand écrivain de l'histoire du monde occidental, disons, n'ira pas discourir ou comparer avec la littérature chinoise ou asiatique ou indienne qui a donné des sommets inimaginables en littérature et en philosophie. Mais Dostoïevski, de le réduire seulement à certains aspects politiques nous semble douteux étant donné qu'il est allé dans plusieurs directions. Et sa sensibilité douloureuse et protéiforme offrait un champ de vue assez extraordinaire au fond. Alors oui, amateur de Tolstoï, également de Tchekhov, de Lermontov et de Mandelstam. Et je conclus en évoquant aussi que lorsque Poutine a fait a étudié à la faculté de droit, il a étudié Kant, Hobbes et Locke, et au début, il se percevait, au début de son règne, sans doute c'était aussi dans l'air du temps, le mur était tombé, il y avait eu le régime inique et extrêmement lourd de conséquences pour le peuple russe, soudainement désoviétisé, le règne de Boris Yeltsin, qui était un fantoche. Alors, sans doute peut-être que l'appel d'air des murs tombés ont fait de telle sorte, et la jeunesse aussi de Poutine, qui n'a pas cessé de s'éloigner, il citait abondamment Kant. Et après, il s'est, quand il a pris son tournant conservateur, à partir de 2012, et que sa grande obsession de la question homosexuelle a pris beaucoup de place. Alors, mais il faut imaginer le jeune Poutine étudiant Kant. Et en arriver aujourd'hui, évidemment, Kant a pris le bord, va sans dire. Et j'ai trouvé, en tout cas, je vous ai fait part de mes observations, mais je demeure contrit, je demeure stupéfait, je demeure meurtri même de voir comment, parmi notre société, qui, oui, par bien des égards, a beaucoup de défauts, mais d'imaginer que si Poutine devait gagner cette guerre, ce qui semble improbable, quoique, étant donné que le rapport de force militaire, c'est du 20-1, malgré nos aides, d'imaginer qu'une fois Poutine vainqueur, eh bien, les gens qui le soutiennent dans le bloc occidental vont voir leur vie améliorée et quand en réalité, si Poutine venait à remporter cette opération spéciale, je pense qu'il y aura beaucoup de souffrance dans nos pays à démocratie libérale. Et que ceux qui sont capables de comprendre les raisons de Poutine, nombreux, très nombreux, et ça, j'en reviens tout simplement pas,
eh bien, je ne sais pas s'ils vont faire le corollaire entre leur approbation bruyante et une perte, une perte de qualité de vie vertigineuse, sans doute. Je ne sais pas s'ils vont faire le lien entre leurs convictions et le prix à payer pour certaines convictions. J'en doute fort parce que je demeure effaré de leur absence de sensibilité. Il y a un de mes contacts Facebook me dit oui, c'est l'éloignement qui fait qu'on n'est pas touché. C'est sûr, il arrive quelque chose sur votre rue, euh, quelque chose de grave sur votre rue, un crime grave qui a lieu sur la porte d'à côté, vous allez être bouleversé. Si ça a lieu déjà au coin de rue, vous allez l'être un peu moins. Et dans l'arrondissement, plus loin encore, puis dans une autre ville, puis après ça dans un autre pays, alors c'est sûr que ça ne va pas vous toucher. Ça ne va pas beaucoup vous toucher. C'est la proximité des événements qui ont lieu près de nous qui nous touche. Voilà. Un jeune garçon qui voulait rentrer à la librairie. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Mais bon. Ben voilà. Il est tard pourtant. Il est plus de 10 heures ce soir. Il est plus de 10 heures à Montréal. Alors voilà. Écoutez, peut-être un peu décousu, mais sans doute il faudra faire une vidéo qui s'appellerait Dans la tête des adorateurs de Vladimir Poutine. Et voir tout le mécontentement, toute la détestation, tout ce qui... puis une volonté de puissance contrariée aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peu de pouvoir dans leur vie et d'avoir la capacité de s'insérer, en tout cas, ou d'avoir la capacité intellectuelle de se mettre dans la peau et les raisons de ces grands... j'allais dire tueurs, mais dans ces grands perturbateurs d'ordre, eh bien, sans doute, ça leur insuffle peut-être un souffle d'énergie, voire un souffle de vie qui leur fait peut-être cruellement défaut dans leur existence propre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Et moi, j'aime croire que nos démocraties sont capables d'encaisser le choc de cette confrontation, parce que oui, c'est une vraie guerre, mais il y a plusieurs commentateurs qui jugent que nos démocraties ne tiendront pas le coup face à ces assauts répétés, quotidiens, méthodiques de l'armée russe contre le peuple ukrainien. Et avec tout ce que ça fédère, et tout ce que ça fédère d'animosité, de course à l'armement nucléaire. La crise écologique évidemment va continuer, mais les budgets ne seront pas mis dans ce qu'ils appellent la transition écologique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une transition écologique. Comme ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais de transition écologique. C'est toujours d'autres sources d'énergie qui s'ajoutent à d'autres sources d'énergie. Mais il y aurait long à dire là-dessus, je pense. Il y aurait long à dire là-dessus aussi. La volonté de mort, la pulsion de mort peut-être, chez ce désir du meurtre même, et cette capacité de se placer au rang des grands empereurs, des grandes figures historiques. Personnellement, je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité intellectuelle. Ça me fait défaut. Et même l'idée même du pouvoir, en fait, je ne dis pas que c'est négatif tout le temps, l'usage du pouvoir. Je pense que l'homme raisonnable qui veut vivre une vie studieuse et paisible et souveraine même, souverain sur lui-même, aurait peut-être tendance à tenir loin les tentations du pouvoir. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.